Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous commençons l'étude des essais de Michel Étienne de Montaigne et nous commençons cette étude par une présentation assez longue, assez détaillée, à la fois de Michel de Montaigne, à la fois des essais et évidemment du contexte de création, c'est-à-dire du XVIe siècle. Je commence bien entendu par Montaigne, l'homme qu'il était. Puisqu'il faut le situer, je commencerai par dire que Montaigne naît en 1533 en Dordogne. Évidemment, la date n'est pas à retenir, je la signale simplement pour situer l'homme dans un contexte, c'est cette première moitié du XVIe siècle. Montaigne, ce sera un homme politique, un homme engagé dans la politique de son pays, puisqu'il va être magistrat au Parlement de Bordeaux durant 13 ans, et que après cette charge, il décidera de se retirer pour se consacrer à l'écriture. Le moment où il décide de se retirer de la vie politique correspond à la mort de son père, dont on peut supposer donc qu'il s'agit d'un moment important de son existence. Néanmoins, il ne se retirera qu'à demi de la vie politique, de la vie publique, puisqu'il va être de nouveau maire de Bordeaux à 2 reprises. Et Montaigne, je le signale maintenant, vous comprendrez ensuite pourquoi c'est important. Montaigne est un fidèle du roi de France et un chrétien convaincu tout au long de son existence. Si j'ai mentionné la fidélité de Montaigne à la fois au roi de France et à l'Église catholique, c'est que ce n'est pas anodin. Et ce n'est pas anodin parce que le XVIe siècle est marqué par une période de trouble à la fois pour l'Église catholique et pour la monarchie française. Jusqu'au XVIe, l'Église catholique règne en maître sur toute l'Europe. Et à partir du XVIe siècle, pour tout un tas de raisons que vos professeurs d'histoire-géographie vous expliqueront bien mieux que je ne saurais le faire, on va assister à une perte de la sacralité. L'Église va se trouver très fragilisée et, par voie de conséquence, la monarchie qui entretient des liens évidents avec l'Église catholique. Dans le premier quart du siècle vient ce qu'on appelle la Réforme, par laquelle un certain nombre de croyants catholiques vont rejeter les règles du pape et donc former une nouvelle religion qu'on va appeler le protestantisme. L'Église catholique, évidemment, va réagir, c'est ce qu'on va appeler la contre-réforme, et de là, de réforme en contre-réforme, des conflits qui vont aller jusqu'aux guerres de religion, qui vont aller jusqu'à cet événement extrêmement traumatique qui s'appelle la Saint-Barthélemy, et ces guerres de religion vont secouer la France dans toute la seconde moitié du XVIe siècle. On va trouver la trace de ces guerres de religion dans les essais, dans de nombreux passages, et notamment pour ce qui nous intéresse, dans Des cannibales, quand l'auteur va évoquer, en regard des barbaries amérindiennes, les barbaries européennes et notamment les meurtres entre concitoyens. Je reviens à l'homme qu'est Montaigne. L'homme qu'est Montaigne est très souvent ramené à ce qui est peut-être l'événement le plus marquant de sa vie, en tout cas c'est ainsi qu'il le présente, et il s'agit de sa rencontre avec Étienne de la Boétie. Étienne de la Boétie a 28 ans à ce moment-là, Montaigne a 25 ans, et quand ces deux hommes vont se rencontrer, il va naître entre eux une amitié profonde, qui est une amitié nourrie d'admiration, de communion dans les idées, dans les idéologies et d'affinités culturelles. Montaigne écrit dans les essais, dans d'autres pages des essais que vous n'aviez pas à lire, de très jolis passages concernant les conversations qu'il avait avec son ami de la Boétie et en quoi ces conversations ont façonné l'homme qu'il est devenu. Je vous offre ce passage que vous connaissez pour partie sans doute, sans peut-être savoir qu'il est de Montaigne. « Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, écrit Montaigne à propos de la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi. » Évidemment, il n'en faut pas plus pour que l'on soupçonne Montaigne et la Boétie d'avoir eu des relations qui dépassaient le stade de l'amitié profonde. Évidemment encore, je ne me positionnerai pas parce que je n'ai pas de réponse à cette question. Alors peut-être que la Boétie et Montaigne effectivement étaient amants, peut-être ne l'étaient-ils pas. En tout cas, c'était une très belle histoire d'amour entre eux, qu'elle ait été ou non une relation homosexuelle, finalement, ça n'a guère d'importance en ce qui me concerne. On en vient à des faits un peu moins intimes, un petit peu moins personnels, l'auteur qu'est Montaigne. La grande œuvre de la vie de Montaigne, ce sont les essais. Les essais, Montaigne les entreprend en 1572 et il va
travaillé sur ce projet durant plus de 20 ans jusqu'à la fin de son existence. Quand je dis qu'il travaille sur ce projet, ça veut dire que Montaigne va écrire 107 chapitres qui vont être organisés en 3 tomes, les essais 1, les essais 2, les essais 3. Et puis, jusqu'à la fin de sa vie, au fur et à mesure des rééditions, Montaigne va reprendre ses premiers écrits pour les corriger, pour faire des suppressions, pour faire des ajouts, faire des modifications. Au moment où les essais paraissent, ils ne ressemblent à rien de ce qui existe. Aujourd'hui, on parlerait d'un scandale littéraire. C'est une forme littéraire tout à fait nouvelle que Montaigne invente, donc, et c'est une œuvre qui va s'emparer de tas de sujets pour en mener l'analyse sans forme prédéfinie, sans a priori de thèse défendue d'un bout à l'autre de l'œuvre, et cette œuvre absolument monstrueuse dans le sens où elle est polymorphe, où elle n'a pas de forme vraiment définie, elle va être un tel bouleversement dans la littérature qu'elle va donner son nom à un genre littéraire aujourd'hui florissant, puisqu'on parle d'un essai pour toute œuvre littéraire dans laquelle on s'empare d'un sujet pour essayer de l'épuiser, de dire tout ce que l'on peut en dire. Le terme essai, si Montaigne le choisit, c'est parce qu'il dit bien la spécificité de cette œuvre qu'il crée et qui va devenir un genre littéraire. Il s'agit de s'essayer, c'est-à-dire de s'exercer, d'exercer sa pensée sur tout un tas de sujets. La première nouveauté, donc, qu'apporte Montaigne, c'est cette forme un peu à mi-chemin entre des tas d'autres genres et qui n'existaient pas. L'autre grande nouveauté apportée par Montaigne, c'est qu'il dit « je ». Et il dit « je » à une époque où l'on ne dit pas « je » en littérature, sauf lorsque l'on est un grand explorateur, auquel cas le « je » en fait s'efface derrière finalement ce qu'il présente, puisque le « je » n'est qu'un artifice en quelque sorte permettant de présenter au lecteur des choses qu'il ignore, ou bien lorsque l'on est Saint-Augustin. J'ai écrit dans mon diaporama que les religieux pouvaient employer le « je ». En réalité, c'est une erreur. Le seul religieux qui emploie « je » avant Montaigne, c'est Saint-Augustin. Et Saint-Augustin, on lui pardonne bien évidemment à cette époque-là d'utiliser le « je » puisque son « je » est un « je » qui se met au service du divin, au service de la religion et qui donc fait preuve d'une immense humilité. On ne dit pas « je » au XVIe siècle en littérature parce que le « je », c'est l'individu et que l'individu au XVIe siècle, en tout cas au moment où Montaigne écrit, c'est moins vrai dans la fin du XVIe siècle, l'individu ne mérite pas en soi d'intérêt. Le divin mérite intérêt. L'individu n'est qu'une petite chose de passage sur Terre qui n'a pas finalement à s'affirmer ou à s'imposer. Donc, deuxième grande nouveauté de Montaigne, il dit « je ». Pour le baccalauréat, vous avez 2 chapitres à étudier, 2 chapitres des essais. Le chapitre 21 du premier tome, des cannibales, le chapitre 6 du 3e tome, des coches. Vous voyez bien que le regroupement qui a été fait, c'est un regroupement qui n'est pas du tout chronologique, mais c'est un regroupement thématique puisque ces 2 chapitres sont consacrés à la découverte du Nouveau Monde et aux questions qui s'en suivent, notamment la relativité des mœurs et des valeurs, le colonialisme, la réflexion sur soi qu'entraîne la fréquentation de l'autre, etc. Alors un mot simplement pour vous inviter à vous mettre dans la peau, quelques secondes seulement, d'un homme du XVIe siècle. Jusque-là, on a toujours pensé que le monde était finalement une chose très connue. Il y a la Terre, où l'on est, on souffre, on est parfois un peu heureux, on meurt. Il y a Dieu au-dessus de tout ça. Et le monde terrestre, il se réduit finalement peu ou prou à l'Europe et à quelques autres territoires qu'on connaît sans vraiment les connaître, mais on peut les situer. Et puis tout d'un coup, on va découvrir qu'il y a sur cette terre un autre monde que l'on ignorait. Alors, on va le découvrir. En réalité, on découvre rien du tout. Hein. On n'a pas attendu que nous arrivions, les Amérindiens, pour venir au monde. Simplement, pour l'Europe, ça va être, et c'est là où je vous demande de faire preuve d'un peu d'imagination, un bouleversement absolument sans nom. Tout à coup, tout ce que l'on croyait savoir va être remis en question.
pour essayer de comprendre à quel point cette découverte du nouveau monde, encore une fois le terme découverte est très peu approprié, mais c'est celui que l'on utilise à ce moment-là, donc je vais l'utiliser tout en nuançant évidemment la question de la découverte, pour essayer de comprendre à quel point cette découverte du nouveau monde, donc, va être un bouleversement profond. Je vous invite à imaginer que nous découvrions demain qu'il existe sur la Terre un peuple que nous n'avons jamais rencontré, un peuple qui vivrait sous nos pieds, par exemple, un peuple souterrain. Ce serait une telle stupéfaction que cette stupéfaction engagerait forcément un doute sur tout ce qui existe. Cette stupéfaction nous enjoindrait à remettre en question tout ce que nous avons cru savoir. Et c'est bien ce qui se passe pour les hommes du XVIe siècle. Découvrir qu'il y a un territoire qui existe depuis toujours, que l'on ne connaissait pas, c'est tout d'un coup se rendre compte que tout ce que l'on croyait sûr et certain, y compris nos mœurs, nos valeurs, la façon dont nous vivons, eh bien finalement, peut-être que ça mérite d'être questionné. Quelques mots sur les 2 chapitres, simplement pour les remettre en mémoire, pour être sûr aussi que tout le monde les a bien en mémoire. Les cannibales tout d'abord. Dans les cannibales, vous avez une peinture assez précise des civilisations amérindiennes, avec notamment une insistance sur ce qui peut surprendre les Européens. L'anthropophagie, le cannibalisme, la nudité, les mœurs sexuelles très libres. Et on voit bien que les essais ont une visée informative. L'homme du XVIe siècle ne dispose pas de chaîne d'information en continu. Il a donc recours aux livres pour arriver à se tenir au courant et les essais participent de cette information. Il y a également dans ce chapitre une réflexion sur les civilisations amérindiennes et cette réflexion va s'inscrire dans ce que l'on appelle, nous y reviendrons longuement, le mythe du bon sauvage, c'est-à-dire une vision idéalisée des nations que l'on vient de découvrir et qui vivent de façon beaucoup plus proche de la nature que les Européens. Dans les cannibales toujours, il y a une réflexion sur la barbarie. Nous y reviendrons aussi à l'occasion d'une lecture linéaire. Et ce que Montaigne va essayer de poser comme question, c'est est-ce que les barbares sont vraiment ceux que nous nommons ainsi? Il va évoquer bien sûr les barbaries des Amérindiens, notamment le fait que l'on mange des hommes, mais il va évoquer aussi les barbaries européennes. Et on voit qu'en fait, le fait d'avoir découvert un nouveau monde va permettre de s'interroger sur la façon de vivre de ces gens que l'on ne connaissait pas, mais aussi, et peut-être surtout, de s'interroger sur la façon dont nous vivons. Fréquenter l'autre, c'est donc avant tout arriver à se connaître mieux soi-même. Et ailleurs, dans les essais, je fais une petite digression, mais nous étudions Montaigne, j'ai donc droit à beaucoup de digressions. Montaigne me donne finalement presque son aval pour cela. Montaigne va vanter les mérites de la conversation, parce que la conversation, c'est exactement la même chose. Je rencontre l'autre et me confronter à l'autre, cela me permet de préciser ma pensée, voire de mieux me connaître. Il va y avoir également, à la fin du chapitre des cannibales, le récit de la rencontre de Montaigne avec 3 Brésiliens venus à Paris, qui va permettre une réflexion sur le pouvoir. Je l'ai mise en rouge parce que on voit qu'ici, on n'est plus tout à fait dans une écriture théorique, mais bien plutôt dans une écriture de soi. Dans le chapitre des coches, on commence par l'écriture de soi où Montaigne va expliquer à quel point il est malade quand il prend des voitures, son mal des transports et en même temps son amour des voyages. Et on peut peut-être se poser la question, mais c'est vraiment une question que je pose, est-ce qu'on n'aurait pas là, chez Montaigne, une métaphore pour dire la difficulté qu'il y a à aller à la rencontre de l'autre, à sortir de soi et de sa zone de confort? Dans ce cas-là, le voyage serait une métaphore pour dire l'intérêt qu'il y a à fréquenter d'autres que soi et le mal des transports, la difficulté ou le fait qu'il faut pour cela prendre un peu sur soi. Dans Descoches toujours, on retrouve la peinture tout à fait idyllique de la civilisation amérindienne, le mythe du bon sauvage, et dans ce chapitre, on commence à comprendre d'où vient ce mythe du bon sauvage. Montaigne explique dans ce chapitre que la bonté, la sagesse presque naturelle de ces hommes tiennent au fait que leur civilisation est très proche de la nature. Et si cette civilisation proche de la nature est meilleure dans la vision qu'en a Montaigne, c'est pour une bonne raison.
c'est qu'elle est plus proche de l'instant de la création. On reste donc dans une vision extrêmement religieuse du monde. L'homme est créé bon de nature par un divin. Il va ensuite créer lui-même des civilisations et plus il va créer des civilisations avancées techniquement en artifice, plus il va s'éloigner du divin et donc de la bonté initiale. On trouve donc dans ce chapitre une réflexion sur une possible marche du monde. On aurait donc sur Terre des peuples enfants qui vieilliraient, qui déclineraient. Et cela signifie que dans la vision de Montaigne, l'Europe est une Europe décadente. Et de nouveau, ce chapitre se clôt sur une nouvelle référence au mal des transports. Ce que vous pouvez voir, c'est que les deux chapitres ont de nombreuses choses en commun. D'abord, on y retrouve des réflexions assez proches, sur des thèmes assez proches, à la fois sur la civilisation qui vient d'être découverte, sur la civilisation européenne, et aussi des inscriptions, si ce n'est autobiographiques, en tout cas personnelles. Et quand on fait le décompte de ce que l'on trouve dans les deux chapitres qui nous intéressent, on peut quand même se poser la question de savoir pourquoi on étudie Montaigne en cours de français. Est-ce que Montaigne est un écrivain ou est-ce qu'il est un philosophe? Alors c'est assez compliqué de répondre parce que pendant longtemps, deux traditions se sont opposées. Il y avait ceux qui considéraient Montaigne comme un philosophe sceptique. On reviendra aussi sur ce terme, mais d'ores et déjà, vous pouvez retenir qu'il s'agit d'un terme qui désigne tout philosophe qui place le doute au centre de l'accès à la connaissance, c'est-à-dire que toute chose, toute certitude doit être questionnée. Et puis de l'autre côté, il y avait ceux qui considéraient que Montaigne était avant tout un écrivain érudit, précurseur des sciences humaines, notamment l'anthropologie, c'est-à-dire l'étude de l'être humain en tant qu'ensemble constitué d'un physique et d'une culture, voire précurseur de l'ethnologie, qui est une branche comparatiste de l'anthropologie, qui met en regard un peu la façon dont vivent les différents groupes humains. Et aujourd'hui, on a tendance à considérer que Montaigne est à la fois un philosophe, c'est-à-dire quelqu'un dont le but principal est de permettre la réflexion et l'accès à une pensée juste. Et qu'il est à la fois un écrivain, c'est-à-dire un homme dont le but premier est de faire une œuvre d'art. Alors, il aurait deux buts premiers, Montaigne, eh bien oui, il aurait deux buts premiers, il poursuivrait deux buts également d'importance chez lui, produire une œuvre d'art et que cette œuvre d'art ait un sens philosophique. Je ne peux évidemment pas terminer la présentation de Montaigne sans parler de l'esthétique des essais qui a dû, je le suppose tout au moins, vous surprendre un petit peu lorsque vous avez lu les deux chapitres que vous aviez à lire. Vous avez vu notamment qu'il y avait de nombreuses digressions. Montaigne passe son temps à s'égarer et il le revendique ailleurs dans les essais. Il dira d'ailleurs qu'il souhaite proposer une œuvre qui ait des coutures apparentes. En proposant une œuvre faite de digressions, puis de retour au sujet principal, puis de nouvelles digressions, il mène son œuvre comme on mènerait une conversation. En faisant cela, il produit une œuvre certes parfois un peu confuse, mais une œuvre qui affirme sa sincérité, son refus des artifices. Ce que nous dit Montaigne, en quelque sorte, c'est « j'écris au fil de la pensée, au fil de la plume, et il n'est pas question pour moi de réfléchir en amont à un plan extrêmement structuré parce que je perdrais en capacité de réflexion. » Deuxième chose qui a dû vous surprendre, ce sont les phrases longues et amples. Alors ces phrases, elles correspondent au goût de l'époque pour ce que l'on appelle l'abondance. En réalité, à l'époque, on ne parle pas d'abondance, mais de copia, ce qui revient à peu près au même. On aime les phrases qui sont extrêmement emplies. Donc on en met, on en rajoute, on produit des phrases un peu à rallonge, comme vous en trouvez parfois, la plupart du temps, dans les essais. Troisième caractéristique de l'esthétique de Montaigne, ce sont les nombreuses références à la culture gréco-romaine. Dans les deux chapitres qui nous intéressent, vous avez plusieurs auteurs qui sont cités. Plutarque, Platon, Virgile. Dans l'ensemble des essais, c'est un nombre considérable d'anciens qui sont cités, parfois d'ailleurs sans que la citation soit attribuée, parfois elle est attribuée de façon erronée, il attribue à l'un ce que l'autre a dit, et puis parfois même les citations sont un petit peu tronquées, c'est-à-dire que Montaigne leur fait dire un peu ce qu'il souhaite qu'elles disent.
Pourquoi? Eh bien parce que c'est une façon évidemment pour Montaigne de dire son érudition, il peut citer, et il peut citer dans la langue d'origine les auteurs gréco-latins, et puis c'est aussi une façon de donner de la force à son argumentation. Les anciens, au XVIe siècle, les anciens, c'est-à-dire les auteurs antiques, sont au XVIe siècle la référence ultime en matière de sagesse. Donc dire « je pense comme ceci », comme le ferait Platon, comme le ferait Virgile, comme le ferait Plutarque, c'est une façon de dire « et j'ai sans doute bien raison ». Et c'est une façon aussi, je reviens à ce que l'on disait plus tôt, de ne pas affirmer trop le « je » qui, je vous rappelle, pose un problème en matière d'humilité. Dernière caractéristique de l'esthétique de Montaigne, des contradictions nombreuses. Il ne vous aura pas échappé qu'un paragraphe affirme parfois une chose et puis son contraire. Pourquoi? Sans doute parce que c'est une façon pour Montaigne de placer le lecteur sans cesse en position d'être lui-même un philosophe sceptique, c'est-à-dire un philosophe, un homme qui va devoir se faire sa propre opinion sans se fier à ce qui lui est dit, en doutant sans cesse de tout. En clair, Montaigne, dans les essais, nous transforme, presque malgré nous, en philosophe sceptique. Nous avons évoqué Montaigne, l'homme, nous avons évoqué les essais, il nous faut maintenant évoquer Montaigne et son temps, c'est-à-dire le XVIe siècle. La vidéo est un peu longue, je vous demande de m'en excuser, je vous demande aussi de vous accrocher parce que la suite est aussi importante pour comprendre comment les essais ont pu advenir. Alors, quelques jalons, je ne vais pas tout lire, si cela vous intéresse, vous arrêtez la vidéo et vous décortiquez. Ce que je veux vous montrer simplement, c'est que entre 1450, c'est-à-dire la moitié du XVe siècle, et 1543, la moitié du XVIe siècle, il va y avoir de nombreuses révolutions. On va inventer l'imprimerie, on découvre le Nouveau Monde, on fait la conquête du Mexique, la conquête du Pérou, on crée la première carte du monde et on va même découvrir, oh stupeur, et là vous comprenez bien à quel point l'Église va être bouleversée, remise en question, que la Terre tourne autour du Soleil, ce qu'on appelle la conception héliocentrique de l'univers, ce qui veut dire que la Terre n'est pas le centre du monde, donc que l'homme n'est pas le centre du monde, n'est pas la créature au-dessus de toutes les créatures, et donc que peut-être ce que dit la Bible peut être remis en question. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse quand on étudie les essais? Eh bien, ça nous intéresse parce que toutes ces découvertes, elles vont changer profondément les mentalités. Toutes ces découvertes, d'abord, vont aiguiser la curiosité et on va chercher de plus en plus à comprendre et à expliquer. C'est la naissance au XVIe siècle de l'esprit scientifique. Et cet esprit scientifique, il va entraîner d'abord un appétit de savoir, qui va se traduire par des évolutions techniques et scientifiques considérables, une remise en question de ce que l'on pensait savoir, notamment la finitude du monde, l'absolu de nos sociétés européennes, tous les préjugés volent en éclats, et puis, dernière chose, une nouvelle façon de considérer l'homme. Les découvertes, les évolutions, en même temps qu'elles vont amener les hommes à porter un regard plus critique ou plus interrogateur sur l'Église et la religion, vont faire venir quelque chose comme une foi en l'homme, en ses capacités et compétences. Et évidemment, ça va aussi avoir une incidence sur la relation de l'homme au divin. L'homme prend en quelque sorte une certaine autonomie. Il n'est plus uniquement sous le regard de Dieu, mais il existe en soi, il est au centre des préoccupations. Il est celui qui peut inventer, qui peut découvrir. Et vous comprenez bien que le jeu en littérature, eh bien, c'est le moment où il va pouvoir exister. Donc, Montaigne est évidemment révolutionnaire en littérature, mais il est révolutionnaire parce qu'il vit dans un temps où cette révolution est possible. Avec le XVIe siècle, le monde va donc profondément changer. Ces changements vont se faire à la fois dans le domaine des idées, on va parler d'un courant qui s'appelle l'humanisme, et dans le domaine de l'art, dans le domaine artistique, c'est ce que l'on appellera la Renaissance. On parle donc d'humanisme quand on évoque ce courant nouveau au XVIe siècle. Les humanistes, du latin humanus, instruit, cultivé, ce sont des intellectuels qui commencent à penser que le savoir qui est enseigné est très insuffisant. Et ils vont se retourner avec passion vers les œuvres de l'Antiquité grecque et romaine qui ont été oubliées, négligées
par le Moyen-Âge pour essayer de revenir aux sources du savoir. Ces humanistes, ces intellectuels vont reprendre donc les idées de l'Antiquité et ces idées, elles mettent l'homme au centre du monde et non plus le divin. Ils vont donc, ces hommes, donner une grande importance à l'homme et donc à la vie, au plaisir, au corps. Ils sont extrêmement curieux. L'humanisme, c'est donc un mouvement qui se caractérise par un grand enthousiasme, une grande curiosité. Et l'humaniste, c'est celui qui va consacrer sa vie à l'étude de l'homme et à l'étude des auteurs antiques. Très rapidement, les trois principaux humanistes, c'est évidemment Léonard de Vinci, que l'on connaît à la fois pour ses inventions de toutes sortes, pour sa peinture et pour son étude très approfondie du corps humain qui explique en partie ses réussites picturales. Le deuxième humaniste très connu, c'est Érasme, connu notamment parce qu'il va proposer une nouvelle traduction de la Bible plus fidèle au texte d'origine. Et enfin, un dernier homme très connu, c'est André Vézal, qui est un anatomiste qui va être très connu parce qu'il va faire des dissections, il n'est pas le seul, mais parce qu'il va inviter des artistes, des peintres, dans la salle de dissection, de façon à ce que les planches qu'il retrace soient les plus fidèles possibles. Et voilà l'une des planches en question. La Renaissance, on l'a dit, c'est le mouvement artistique. À partir du XVe siècle, l'art va évidemment être touché également par la nouveauté des pensées. Et cette Renaissance, ce qu'on appelle donc la Renaissance, va concerner tout d'abord l'architecture et ensuite la peinture. Les architectes, en particulier les architectes italiens, vont se passionner eux aussi pour l'Antiquité gréco-romaine. Et ils vont délaisser ce qui était alors en vogue, c'est-à-dire l'art gothique, pour revenir à des formes antiques comme les colonnes, les chapiteaux ou la coupole. En matière d'architecture, le Tempianto, j'espère que je ne le prononce pas trop mal, et vous voyez que c'est une petite église circulaire qui est construite au début du XVIe siècle et qui en fait emprunte tout à fait à l'esthétique des temples antiques. En matière de peinture, les fresques de la chapelle Sixtine, peintes par Michel-Ange, vous donnent une idée de ce qu'est l'art renaissant en peinture. On s'attache notamment à représenter le plus fidèlement possible le corps humain, ce qui n'avait pas d'intérêt pour les hommes du Moyen-Âge. Et vous voyez sur la dernière image de cette diapositive que les artistes vont aussi s'appliquer à choisir des sujets terrestres. Alors des sujets terrestres un peu inspirés du divin quand même, hein. Vous avez vu que le titre de ce tableau c'est « La Vierge du chancelier Rollin ». Mais il n'empêche qu'on va s'appliquer à prendre des modèles humains, des hommes et des femmes, ce qui, encore une fois, n'avait pas d'intérêt au Moyen-Âge. Nous en avons terminé. Je vous demande de bien vouloir excuser la longueur de cette vidéo. Il me semblait important de vous donner tout un tas d'informations contextuelles pour que vous puissiez entrer dans l'étude des essais de Montaigne avec une vision, ne serait-ce que parcellaire, de ce qu'est le XVIe, de ce qu'est Montaigne, de qui est Montaigne et de ce que sont les essais. Bravo si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, je vous en félicite, j'espère qu'elle vous aura été utile et je vous souhaite une excellente journée.